Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Vous le voyez, je suis pas dans mon décor habituel, tout simplement parce que nous allons recevoir virtuellement 4 experts de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous allons analyser la nouvelle loi infirmière. Pour la profession infirmière, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, tout simplement parce qu'elle va traiter de la loi qui est peut-être une des lois les plus importantes pour la profession infirmière. Vous allez voir qu'elle va révolutionner beaucoup de choses pour les infirmiers, mais surtout pour les patients. On a vu beaucoup de fake news circuler sur les réseaux sociaux, donc je voulais absolument remettre les choses à plat parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont postés sur les réseaux venant de personnes qui n'ont visiblement même pas ouvert le contenu de la loi. La vidéo, elle va être assez longue parce qu'on va balayer l'ensemble de la loi qui concerne le métier socle, les infirmiers libéraux, les infirmiers à l'hôpital, mais également les infirmiers puéricultrices, l'infirmier scolaire, les IAD en pratique avancée et la pratique avancée en elle-même. Donc je vais chapitrer cette vidéo et vous pourrez cliquer directement sur la partie qui vous intéresse. Par exemple, si vous êtes infirmière puéricultrice par exemple et que vous voulez savoir ce que va changer la loi pour votre profession, et bien vous aurez qu'à cliquer directement sur le chapitre correspondant. Mais même pour les spécialisés, les changements pour le métier socle vous concernent également parce que même si vous avez fait des études en plus, vous restez avant tout infirmier, donc la première partie de la vidéo consacrée au métier socle vous intéressera forcément et vous concernera aussi tout simplement. Même si vous allez voir qu'il y a une petite différence entre libéral et hospitalier. Pour être sûr de ne pas dire de bêtises pour cette vidéo, je me suis entouré de 3 experts, dont 3 juristes en santé, qui sont experts de la thématique, Laurent Salsac, Vincent Lothar, Grégory Comès et Gaël Canat, qui vont du coup pouvoir répondre à mes questions et vous donner plus de précisions sur la loi infirmière. C'est parti. Qu'est-ce qui va changer au niveau, avec cette loi? Qu'est-ce qui change au niveau du métier socle, Grégory? C'est à la fois une loi qui est une révolution pour le système de santé, mais qui ne va pas changer tant de choses que ça pour le métier infirmier, du moins au départ. En fait, c'est une loi qui vient ramener, et je simplifie un maximum, mais au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau de la loi, des élus et représentants du peuple, toute la définition de la profession infirmière. Donc, ça va rendre toute cette définition et les compétences infirmières plus solides d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que n'importe quel gouvernement ne pourra pas les changer comme ça. Il faudrait repasser devant l'Assemblée. Donc ça, c'est d'abord un point peut-être un peu symbolique, mais important de rappeler que là, on va avoir une définition forte. Derrière, ce qui va être important, effectivement, on va aborder ça, c'est consultation, diagnostic, prescription. Est-ce que tout ça est nouveau? Alors, en vrai, la consultation et le diagnostic infirmier, dans les faits, ça existait déjà. L'infirmier déployait déjà ses connaissances techniques et son analyse du patient pour déployer son art. Là, l'intérêt de la loi, c'est que c'est venu le reconnaître officiellement. C'est-à-dire que là, on a une reconnaissance pure et dure des élus de la République pour dire, voilà, aujourd'hui, le métier, en quoi il consiste. Et là, ce qui va vraiment changer dans la pratique, et ce qui est nouveau, c'est le fait de passer d'un décret d'acte à un décret à mission compétence. Pourquoi c'est différent? En fait, avant, la profession infirmière était sur un décret d'acte. C'est-à-dire, on listait qu'est-ce que l'infirmier peut faire. Et tout ce qui n'était pas marqué, il ne pouvait pas faire. Avec un passage à mission, on est sur une plus grande autonomie. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, vous pouvez vous déclencher votre diagnostic sur telle ou telle personne et vous pouvez déployer votre façon de travailler, que ce soit par exemple sur la gestion des plaies de façon générale, que ce soit sur le maintien de l'autonomie. Vous avez une autonomie d'action. Et c'est ça le plus gros changement. Et pourquoi il fallait une loi? Alors là, c'est du pur technique, je simplifie un maximum, parce qu'en fait, la loi disait la profession infirmière est une profession à acte. Et donc, il fallait une loi pour dire la profession infirmière devient une profession à mission. Et le législateur, et il a eu raison, a dit on ne va pas juste faire une loi pour dire ça, on va ancrer beaucoup de choses. Et donc, c'est là où, effectivement, il a défini la consultation, le diagnostic. Alors, il y a des mots, en droit, c'est des petits mots qui changent énormément de choses. Et déjà, dès le début, on a, dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Entreprendre, ça veut dire quoi en droit? Ça veut dire qu'il a une autonomie pour le déclencher. Et ça, c'est, entre guillemets, un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on reconnaît au niveau législatif que l'infirmier a son autonomie pour déclencher ses soins. Derrière, il y a quelque chose qui est arrivé lors des débats, qui est extrêmement important, qui pour moi est vraiment la base de la révolution du système de santé qu'apporte cette loi. On le doit à 2 entités infirmières qui l'ont porté lors des débats parlementaires. On le doit au collectif des infirmières en colère et on le doit au Collège infirmier français qui ont porté ce qu'on appelle l'accès direct. Alors vous allez me dire, mais l'accès direct, c'est quoi? C'est le fait qu'un patient puisse spontanément aller voir un infirmier et que l'infirmier puisse déployer ses compétences, les compétences de son rôle propre. Alors on va me dire, mais c'était toujours possible. Oui, rien ne l'empêchait par la loi
officiellement, sauf que derrière, effectivement, la CNAM ne remboursait pas, notamment en libéral, les soins si on allait voir directement l'infirmier. C'était de la même façon aussi à l'hôpital. On n'a pas de cadre spécifique. Et derrière, il y a une loi de financement de sécurité sociale assez ancienne, plus de 20 ans, qui mettait le médecin traitant porte d'entrée. Ce qui fait qu'en fait, on organisait notre système de santé en disant, si le patient veut avoir une prise en charge en soins, soit il va voir son médecin traitant, qui est sa porte d'entrée, soit les urgences. Aujourd'hui, avec l'accès direct, on peut aller voir directement un infirmier pour être pris en charge. Et c'est ça qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est complètement ancré dans la loi. Il y a un autre point qui était très important et il y a eu un vrai débat au niveau de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, c'est le fait qu'il y ait une exception à l'exercice illégal de la médecine pour les infirmiers. Alors ça a été le grand moment de débat. Ça avait d'ailleurs été enlevé au départ des débats de la loi dans la Commission des affaires sociales et ça a été remis. Ça veut dire quoi, cette exception d'exercice illégal? Ça veut dire que dans certains cas, par exemple, l'infirmier pourra prescrire certains produits qui sont de base à prescription médicale obligatoire. Alors on m'a dit, mais ça veut dire que l'infirmier va faire tout ce que fait les médecins? Bien évidemment que non. L'infirmier, et là encore une fois, l'infirmier ne va pas remplacer le médecin. Cette loi, elle n'est pas là pour que l'infirmier remplace le médecin. Elle est là pour donner sa place légitime dans une gradation, une graduation des soins nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la profession socle infirmière, qui est la profession de proximité, sur laquelle vous pouvez aller voir directement pour certains soins. Ensuite, vous allez avoir une gradation plus grande, on ne rentre pas dans les détails encore, pratique avancée ou autre, mais pratique avancée, puis le corps médical. Et c'est ça aussi qu'amène cette loi dans la nouveauté, c'est de dire, oui, vous pouvez aller voir en première intention un infirmier, il a une compétence de consultation, donc il vous reçoit, il vous analyse, ce qu'il faisait déjà en vrai, et il va préconiser des choses, et il peut les déclencher de lui-même. Et tout ça vient du mot entreprendre. Voilà, ça c'est le premier point le plus important. Moi, si je résume de ce que j'ai lu et de ce que tu expliques, donc on a la fameuse triade consultation, diagnostic, prescription qui, dans le lot, il n'y a pas que des choses nouvelles, mais la grande différence, c'est que cette fois, c'est marqué dans la loi, à la différence de... Parce qu'on entend souvent on va avoir du glissement de tâches, etc., mais en fait, dans cette loi, il y a, là, de ce que tu as parlé, il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà, mais qui ne sont pas marquées dans la loi. C'est bien ça, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une loi qui avait été demandée à l'époque par l'ordre infirmier, ensuite qui a été travaillée avec le CNP infirmier, qui a été travaillée avec l'ensemble des syndicats et des représentants infirmiers. Donc c'est vraiment une loi chorale, je le dis aussi, avant qu'elle arrive justement à être débattue. C'est une loi assez chorale où on a remis à plat tout ce que les infirmiers faisaient. Et cette loi a repris tout ce que les infirmiers faisaient, les a classifiés, mais leur a donné une autonomie. C'est-à-dire, au lieu de faire une liste d'actes, a dit, voilà, ça rentre dans telle compétence, ça rentre dans telle compétence. Donc, il n'y a pas de glissement de tâches. Il n'y a pas de glissement de tâches, il y a au contraire un encadrement juridique de ce qui était fait. Donc, oui, on est sur quelque chose qui se faisait déjà. Ce qui change, c'est plus d'autonomie dans la façon de le réaliser et un accès direct. C'est vraiment ce qui est vraiment la révolution. Et le fait aussi de l'orientation. Je le redis encore, accès direct, orientation, même si dans les faits, les infirmiers le faisaient, ce n'était pas reconnu, et donc pas valorisé. Ça veut dire que, de façon autonome, on prend le patient, on analyse effectivement ses besoins. Est-ce que l'infirmier peut y répondre? S'il y répond, il y répond de façon autonome, autant en termes soins que prescription. S'il ne peut pas pleinement y répondre ou pas du tout y répondre, il oriente vers un autre professionnel qui pourra y répondre. Et donc, il est donc la nouvelle porte d'entrée du système de santé. Merci beaucoup Grégory. Est-ce que du coup Gaël, tu peux nous préciser un petit peu au niveau de l'infirmier libéral du coup ce que ça va changer concrètement et qu'est-ce que tu voudrais dire pour aussi rassurer tes collègues qui pourraient être un peu dans le discours, on va encore nous demander plus de choses et ce sera pas, on n'aura pas la rémunération qui va suivre. Alors moi je voudrais effectivement rassurer les infirmiers libéraux parce que j'ai beaucoup lu sur les réseaux, on va faire des choses en plus, mais en fait la consultation infirmière concrètement on la faisait déjà, sauf qu'elle était ni reconnue ni payée. Et l'accès direct, alors c'est vrai que j'entends beaucoup, c'est une révolution, etc. C'est une révolution, mais notre rôle propre, il existe depuis très longtemps. Depuis 1978, alors j'ai le droit de dire que c'est très longtemps parce que c'est l'année de ma naissance. Donc c'est très très vieux. Et je trouve que c'est important que enfin on ait cet accès direct qui soit reconnu, qui puisse être payé sur notre rôle propre. Alors évidemment, ça va dépendre des négociations de nos syndicats. C'est aussi pour ça que nous, dans le collectif, on essaie de soutenir nos syndicats sur ces négociations avec la CNAM parce qu'on a bien conscience que ça va être tendu. Mais je veux vraiment rassurer les infirmiers.
jusque-là, il n'y a pas de choses en plus. Il y a juste l'autorisation que le patient accède à nous directement pour des choses qu'on sait faire, pour des choses qu'on fait déjà, en sachant que les patients, en fait, ils savent très bien. Moi, quand je vais dans une famille, j'ai le voisin qui me sollicite, j'ai la grand-mère, j'ai la petite sœur, etc. Ils savent déjà on fait partie du système de santé, qu'on est auprès des gens au quotidien. Sauf que moi, je me retrouve extrêmement bloquée, c'est-à-dire qu'effectivement, on me présente une petite plaie, je vais regarder la plaie, je vais donner mon avis, je vais faire une consultation, je vais peut-être faire un pansement, mais en fait, je ne suis pas payée pour ça. Alors, ça paraît très matérialiste, mais on vit de ça, en fait, nous. Et ça me paraît très important que les Français aient conscience qu'ils vont pouvoir s'adresser à nous pour ça et que nous, on va pouvoir être payés. Et quand on dit que c'est pas une révolution, moi, je trouve que c'est une révolution parce que notre métier, enfin, évolue vers quelque chose de positif. Notre métier, enfin, va avancer vers quelque chose. Alors, je sais bien que tout est à faire. Je sais bien qu'il reste l'arrêté, qu'il reste les négociations, qu'il reste tout ça. Mais j'ai quand même envie de dire qu'on a enfin un signal positif. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a besoin d'entendre ça aussi, effectivement. Tu as d'autres choses à compléter sur cette loi vis-à-vis de l'exercice en libéral par les infirmiers? Pas particulièrement, mais j'ai quand même envie que les infirmiers soient fiers de leur métier parce que je lis beaucoup de choses sur mais moi je ne saurais pas faire, moi j'aurais pas la compétence, on les a tous les compétences, c'est notre rôle socle en fait. Et je crois qu'il faut que les infirmiers soient fiers de leur métier. Voilà, c'est un message très positif, mais j'avais quand même envie de le faire passer. Bah, ça, on pourra en parler pendant des heures du syndrome. Je pense qu'on nous a répété pendant tellement d'années, enfin, on a tellement voulu nous faire croire qu'on était des exécutants, et etc., à travers le prisme politique, etc., que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière hein, maintenant, c'est de s'auto-dévaloriser. Merci beaucoup, Gaël. Est-ce que, alors ça, je crois qu'on n'avait pas fléché quelqu'un là-dessus, mais est-ce que quelqu'un peut me répondre sur ce qui pourrait changer à l'hôpital? Parce que ça aussi, c'est la question, beaucoup ont repéré, ont essayé de repérer un peu ce qui allait se changer au niveau libéral. Au niveau de l'infirmier à l'hôpital, concrètement, je ne sais pas si Grégory, tu veux continuer là-dessus, et après on passera à Laurent pour la fin de cette partie-là. Oui, alors j'étais en plus, je suis ma carrière professionnelle, j'ai commencé à l'hôpital. Je suis juriste hospitalier, c'était mon premier poste. Et en fait, ça va tout révolutionner à l'hôpital. Ça va vraiment tout révolutionner à l'hôpital, cette loi, parce qu'en fait, on va vraiment pouvoir, par exemple, créer des centres de consultation non programmés avec des infirmiers et des IPA, évidemment. Et donc, derrière, avoir vraiment une filière de prise en soin qui va permettre de désengorger, notamment les urgences, qui va permettre d'avoir une autre vision complète du soin. Donc, ce qui va changer à l'hôpital, c'est une autonomie, des centres de consultation, une prise en charge vraiment... Alors, je sais que ce mot est très mal employé et que les gens n'aiment pas trop, mais moi je dis clairement la prise en charge de la bobologie. C'est pas un mal de prendre en charge la bobologie parce qu'encore une fois, quand vous avez mal, quand vous souffrez, quand vous avez peur, en ce qu'on appelle en nuit profonde, c'est-à-dire en pleine nuit, vous avez besoin d'être pris en charge. Et quand on voit qu'aujourd'hui on a effectivement des services d'urgence qui peuvent fermer, notamment la nuit par manque de médecins, il y a aussi toute cette partie-là, non pas de remplacer de médecin, mais de prise en charge qu'un infirmier pourra totalement faire et faire très bien au regard de sa technicité. Qui va révolutionner la prise en soins H24 à l'hôpital. Donc oui, ça va changer les choses, mais il faut que les hôpitaux l'acceptent, les hôpitaux et les cliniques, et se réorganisent en fonction, avec potentiellement des services qu'infirmiers autonomes, en lien avec le corps médical évidemment, pour le suivi de certaines pathologies. Et est-ce que concrètement, l'infirmier pourra enfin prescrire le paracétamol qu'il donne depuis des années? C'est tout l'enjeu, mais oui, on l'espère, et on attend beaucoup de l'arrêté prescription qui n'est pas encore sorti, qui, à mon avis, va faire couler beaucoup d'encre. Mais il faut effectivement qu'on soit dans un principe, on est très en retard en France hein, sur ces sujets, dans un principe de logique. Comme on le dit souvent, l'infirmier, chez lui, il peut donner du paracétamol quand il n'a pas sa blouse en tant que père ou mère de famille. Par contre, il ne peut pas le donner en tant qu'infirmier, ce qui est une aberration au regard de ses connaissances cliniques. Encore une fois, moi, je suis pas infirmier, hein, je suis juriste, je suis le seul non-infirmier de cette vidéo. Je suis juriste. Quand je vois les compétences infirmières, quand je vois justement, peuvent largement donner du paracétamol et bien d'autres choses. Et il y aura aussi de l'adaptation, il faut l'espérer, ça fait longtemps qu'on l'attend, l'adaptation aussi des pansements et sur les brûlures aussi. Voilà, c'est des choses que pourra faire l'infirmier de façon totalement autonome. Il faut espérer que l'arrêté soit aussi ambitieux
qu'on en ait besoin. C'est important de préciser effectivement que c'est pas parce que la loi est sortie qu'on a tous les éléments, parce que comme tu l'as très bien dit, tout va se faire par arrêté par la suite. Donc par exemple, la question de savoir qu'est-ce que peut prescrire l'infirmier, bah, pour l'instant on le sait pas parce que c'est pas encore l'arrêté n'est pas encore sorti, et comme tu disais, il va y avoir tous les débats, et notamment avec le corps médical, pour savoir jusqu'où peut aller l'infirmier dans la prescription. Donc si demain l'arrêté prescription devait ne pas être ambitieux, pour justement ne pas froisser une partie du corps médical et de certains syndicats qui n'ont pas envie que les autres professions évoluent, dans ce cas-là, il pourrait y avoir soit des recours, soit des écrits qui disent attention, l'intervention du législateur, aller dans un sens de prescription de tel point, tel point. Le Doliprane a été cité. Les plaies ont notamment été citées. Donc, on a de la matière juridique pour faire ça. Encore une fois, comme tu l'as très bien dit, je ressors souvent cette anecdote-là. Parfois, on a tendance à un petit peu trop anticiper pour ne pas froisser le corps médical. Il faut rappeler que la priorité dans ce genre de cas, c'est le patient et surtout le patient. Merci Grégory. Laurent, j'ai 2 questions pour toi, un peu pénibles. Quid de la rémunération? C'est bien beau tout ça, on va faire encore plus de trucs. Eh bien, pour une fois, dans la loi, on voit beaucoup les infirmiers qui s'interrogent sur cette rémunération. Dans l'article 1, dans l'alinéa grand 3, il y a une phrase qui est une disposition normative qui dit « La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte en fonction des différents lieux d'exercice, donc libéral, hospitalier, etc., des évolutions de compétences envisagées. Et cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier. Donc, pour une fois, il va y avoir cette prise en compte à la fois de la rémunération, mais aussi de la pénibilité du métier. Juridiquement, ça apporte 3 conséquences majeures. La première, il y a une obligation de négocier, donc on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, on est obligé, donne lieu, ce n'est pas facultatif, donc il y a vraiment du coup le législateur qui impose aux employeurs, à la convention, etc., cette négociation salariale. L'absence de négociation, du coup, constituerait un manquement aux obligations légales qui pourrait être contesté. Deuxièmement, la négociation, c'est un objet contraint. Elle doit tenir compte des évolutions de compétences, des différents lieux d'exercice, ce qui interdit par exemple, une approche qui serait uniforme et figée. Il faut vraiment qu'il y ait des spécificités en fonction des lieux d'exercice et de la pénibilité du travail, qui est déjà reconnue en droit social et en jurisprudence, mais qui va devoir être creusée, notamment, on pense, dans l'exercice libéral ou dans des exercices de services hospitaliers qui sont compliqués. Autrement dit, cette négociation, elle ne va pas déboucher uniquement sur une revalorisation salariale qui serait juridiquement fragile, car déconnectée des autres critères. Il faut vraiment que ça comporte l'évolution, les lieux et la pénibilité du métier. Et la troisième, c'est une disposition qui change un peu le rapport de force pour moi. Les organisations syndicales dispose désormais d'un fondement législatif explicite, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir saisir les instances du dialogue social, alerter les autorités de tutelle et, le cas échéant, engager des retours pour carencer l'État ou les employeurs en cas de non-respect de la loi. Il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que le gouvernement et la CNAM doivent obligatoirement, compétence par compétence nouvelle, renégocier les salaires autant à l'hôpital qu'en ville. Mais on est dans un respect de la hiérarchie des normes en France. Là, je fais un peu de droit très rapide. La hiérarchie des normes, c'est-à-dire que les normes ne se superposent pas les unes comme les autres. Je simplifie énormément, c'est pas un cours de droit. Il y a la Constitution, il y a les lois, il y a le règlement et il y a le conventionnel. Ce qui veut dire qu'on fait la loi, avec les décrets, les arrêtés, on met les nouvelles compétences et à partir de tout ça, on négocie. Et en fait, c'est comme ça que ça a toujours marché. La loi infirmière a bien fait parce qu'elle le précise, mais normalement, c'est toujours comme ça que ça a été fait. On fait la loi, on les définit, on les explicite, et ensuite on négocie le financier. Et c'est ça, quelque chose que je répète souvent par rapport à ce que je peux lire sur les réseaux sociaux, quand les premières réactions, quand on regarde tous les articles qui ont été souvent mal faits par les journalistes autour de la loi infirmière, toutes les réactions, c'est quid de l'augmentation, quid de l'augmentation, quid de l'augmentation. Et c'est ce que j'explique aux personnes tout le temps, c'est qu'il faut d'abord
justement grader les compétences, et c'est ce que fait la loi, et c'est aussi ce que j'explique, et je pense la meilleure manière d'illustrer ce que tu viens de dire, c'est vraiment un pied dans la porte en fait, la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pied on peut plus le retirer, mais par contre effectivement maintenant reste le travail d'ouvrir la porte, etc. Mais cette loi, au-delà de légiférer ce qu'on fait déjà et de nous sécuriser et de nous ouvrir, de faire toutes les révolutions dont on a déjà parlé dans la première partie, et bah ça nous assure qu'on aura une augmentation par la suite et que ça va devoir être négocié. Mais il y a ça aussi dans la loi, c'est pas comme s'il y avait que le côté compétence, le côté primo-accédant, etc. Il y a aussi le côté rémunération qui est bien inscrite noir sur blanc dans la loi. Et ça, c'est important de le repréciser. C'est tout à fait ça, il y a cette rémunération et surtout la pénibilité du travail. Ça, Et c'est là, vraiment voilà. quelque chose qui est majeur parce que on est une profession, on sait, qui est épuisée de manière avancée à cause du travail, etc. Il va falloir reconnaître cette partie-là et on évalue le prix d'une maison quand les tapisseries sont faites. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas quand tout n'est pas construit. Pour la loi infirmière, c'est exactement pareil. Il faudra tous les décrets, tous les arrêtés, etc. pour lancer cette évaluation. Et là, les syndicats, les centrales, etc. pourront pas dire ben oui, mais c'est compliqué de négocier. Non, il y a un outil législatif qui permet cette négociation autant financière que dans la pénibilité. Très bien. Et la deuxième question, pareil, on en a déjà un peu parlé, mais on la reformule. Beaucoup parlent de glissement de tâches et du fait qu'on va faire de la médecine low cost, qu'on va s'improviser médecin, qu'on n'est pas là pour remplacer les médecins, qu'on n'a pas les années d'études pour faire le travail du médecin. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça de manière condensée, parce que ça rejoint un peu la même thématique du glissement de tâches? Alors, avant de partir sur le glissement de tâches, j'aime bien quand on dit on va remplacer des médecins qui ne sont pas suffisamment répartis sur le territoire, comme si on était sur un surplus médical, alors qu'en fait, on cherche à créer de l'accès aux soins pour la population. Ce glissement de tâches, certains parlent de glissement de tâches, mais juridiquement, le terme n'est pas bon. Un glissement, ça supposerait que les infirmières exercent en dehors du champ légal, que ça serait simplement un transfert informel. Or, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La loi infirmière du 27 juin, elle fait exactement l'inverse. Elle ne déplace pas les tâches, elle les reconnaît. Elle sécurise juridiquement les compétences des infirmières qui sont déjà exercées au quotidien sur le terrain. Cette reconnaissance, elle n'est pas symbolique comme ça. Elle va être vraiment en droit lorsque la loi qualifie les compétences, les responsabilités, les niveaux d'expertise. Elle crée mécaniquement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le statut et la rémunération. C'est un principe du droit du travail comme en droit. Elle ne peut pas reconnaître davantage de compétences sans en tirer ses compétences salariales. Donc, ce n'est pas vraiment des choses qui seront faites en plus. Au contraire, c'est toutes ces choses en plus que réalisent les infirmières qui vont être reconnues et avec des évolutions aussi. On le reverra, je dirais une petite phrase vraiment pour penser à ça pour après. C'est cette raison qui va amener à reconnaître vraiment de la part des législateurs de dire aujourd'hui la profession infirmière fait plus que ce que le cadre leur permet. On va reconnaître ça, ramener directement avec la rémunération. Et donc, parler de ces déglissements de tâches, c'est se tromper de débat. La loi ne va pas demander de faire exactement plus aux infirmières que ce qu'elles font déjà. N'oublions pas qu'on a à côté une loi sur les ratios patients-infirmiers qui sont autour et qui vont devoir aussi s'organiser autour de tout ça. Elles reconnaissent ce qu'elles donc font de tous les jours, ça ouvre ce droit. Et aujourd'hui, on a vraiment un exercice infirmier au sens large des modes d'exercice qui est en train de se révolutionner et d'évoluer parce qu'on a des évolutions et des révolutions technologiques. Par exemple, les pansements, au début, il y a plusieurs années, on faisait des pansements qu'on devait changer tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. On a beaucoup de pansements aujourd'hui qu'on laisse à l'air. Les héparines à bas poids moléculaire sont maintenant remplacées par ce qu'on appelait les nouveaux anticoagulants oraux qui sont plus si nouveaux que ça. Aujourd'hui, il y a cette évolution de choses qui fait que, si je prends l'exemple du libéral, si ces actes disparaissent, eh bien, les prises en charge infirmières vont disparaître. Tandis que si on l'accompagne au travers de consultations, d'accompagnement des patients en sortie d'hospitalisation, de maintien à domicile, différentes choses qu'ils vont pouvoir exercer, eh bien, on remet la place de l'infirmière là où elle doit être, auprès de la population. Et il y a cette phrase de Bergson que j'aime bien qui dit « Exister, ça consiste à changer à mûrir et mûrir
à se créer indéfiniment. Aujourd'hui, la population et la profession infirmière, la discipline, a cette possibilité au travers de la loi de continuer à se créer de nouvelles manières pour pouvoir répondre à la population, mais sur un fond qui est son socle de compétences initialement et qui va mécaniquement un petit peu évoluer puisque ce qu'on dit, c'est que ce qui n'évolue pas disparaît. Merci beaucoup Laurent pour cette illustration. Dernier petit point avant de terminer la partie 1. Grégory, de manière assez concise parce l'air de rien, le temps file, est-ce que tu peux nous parler des modifications concernant les infirmiers et infirmières puéricultrices et la notion d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, s'il te plaît? Sur les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, c'est un amendement qui est arrivé au Sénat, qui a été adopté, alors qui a été soutenu par quasiment tous les groupes politiques, mais qui a été adopté contre l'avis du gouvernement. C'est assez important de montrer justement aussi ce petit décalage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, au niveau législatif, les infirmières de l'éducation nationale sont reconnues comme spécialité infirmière. Et alors, ce qui est nouveau en termes juridiques, c'est que normalement, il y a très peu de spécialités qui ont cette reconnaissance en termes législatifs. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter en vrai? Ce que ça va leur apporter en vrai, c'est une reconnaissance pour avoir des compétences dites exclusives, c'est-à-dire des compétences en plus des compétences socles de l'infirmier. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une graduation des compétences et des soins, c'est-à-dire que tu as le métier socle infirmier, et ensuite la spécialité sans pratique avancée qui est infirmière de l'éducation nationale, spécialité avec des compétences de pratique avancée, IAD, PUER, IBOD, et je laisserai Vincent parler évidemment de la partie IAD, et ensuite la pratique avancée dite de plein exercice, qui sont les anciennes mentions. Donc déjà, ça veut dire que pour les infirmières de l'éducation nationale, il y a à la fois une nouvelle obligation de diplôme, il y a des compétences complémentaires qui devront être mises dans la partie réglementaire qui s'appliquera à eux, et une revalorisation financière au regard de ces compétences exclusives. Ça, c'est pour les infirmières de l'éducation nationale. Pour les puéricultrices, elles ont été reconnues comme infirmières de spécialité ayant une partie de compétences de pratique avancée. Ça veut dire qu'elles aussi, elles vont devoir avoir des compétences dites exclusives, une revalorisation, une refonte complète de leur façon de travailler et de leur référentiel de formation. Alors effectivement, dans les débats parlementaires, c'est celle sur qui on disait qu'il fallait qu'il y ait un gros travail sur la refonte de la formation, mais ça veut dire aussi compétences exclusives. Et il y a un petit débat chez les juristes. Moi, je vais te donner ma vision. Elles auront des compétences exclusives de spécialité qui s'appliqueront avec accès direct et une certaine autonomie, et des compétences de pratique avancée, mais c'est une pratique avancée dite dérogatoire, qui n'a pas accès à l'accès direct et à la primo-prescription, parce que c'est dérogatoire. Donc, on est vraiment dans cette nouvelle gradation des soins, mais compétences exclusives pour ces deux professions. Merci beaucoup. On a du coup terminé avec cette longue partie, comme je l'avais dit, c'était forcément la plus longue partie de la vidéo sur le métier socle. Vincent, je vais te laisser enchaîner avec la partie 2 sur la partie des IAD en pratique avancée. Je te laisse la parole et nous expliquer un peu ce qui change pour les infirmiers anesthésistes avec cette loi. Comme l'a rappelé Grégory, la loi infirmière a intégré en termes de spécialité les puéricultrices, les infirmiers de bloc opératoire aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, et les infirmiers anesthésistes comme spécialité infirmière en pratique avancée. Alors, on le rappelle bien, et ça va être le cas pour les IAD, et c'est le cas pour les IAD, c'est dérogatoire de la pratique avancée classique, il faut être très clair. Il n'y a pas d'accès direct lié à la pratique avancée, attention, parce qu'il y aura l'accès direct infirmier, pas de primo-prescription liée à la pratique avancée, et aussi pas d'acte de conclusion clinique. D'accord ? On dit conclusion clinique pour ne pas dire diagnostic. D'accord, voilà. Soyons clairs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les infirmiers anesthésistes ? Donc, ils ont acquis cette spécialité-là de pratique avancée, enfin en pratique avancée, comme les PUER et les IBOD. Et le décret infirmier qui est sorti les a intégrés au Code de la santé publique dans un chapitre spécifique, donc pas le chapitre directement pratique avancée classique, mais dans un chapitre spécifique intitulé spécialité infirmière en pratique avancée, là où il y aura aussi les PUER et les IBOD plus tard. Cependant, qu'est-ce qui change réellement aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que c'est un gain d'avoir obtenu cette appellation pratique avancée, mais en pratique, il y a un petit peu un jeu de mots, en pratique aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que rien ne change. Pourquoi ? Parce que le décret infirmier, en termes réglementaires, a donc créé cette pratique avancée spécifique pour les IAD. Cependant, en termes de pratique sur le terrain, c'est le même qu'avant.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution sur les modalités de pratique IAD. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une consultation obligatoire par le médecin anesthésiste. Donc, le médecin devra automatiquement avoir examiné le patient avant la prise en charge de l'IAD, et il y aura toujours la stratégie anesthésique qui devra être écrite par le médecin anesthésiste avant que l'IAD prenne en charge le patient. Donc, pour l'instant, en pratique, il n'y a pas de consultation d'anesthésie autonome de l'IAD, par exemple, sans passage devant un médecin anesthésiste, ni une stratégie anesthésique autonome de l'IAD. Donc, en fait, l'IAD est en pratique avancée, mais sur un cadre d'acte qui est le même qu'il avait avant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution pratico-pratique. On verra par la suite ce que ça peut amener, parce que ça va sans doute amener des choses peut-être intéressantes pour les IAD. Et il y a actuellement des réflexions possiblement pour faire évoluer leur acte ou leur statut aussi, qui peut évoluer. Mais actuellement, légalement, réglementairement, à part l'appellation pratique avancée, rien ne change dans le concret, à part ce qui va être apporté par les textes liés aux infirmiers, bien évidemment, parce que ce que vont obtenir les infirmiers, les IBOD, les IAD et les PUER l'obtiennent aussi. Mais en tout cas, pour revenir aux infirmiers anesthésistes diplômés d'État, on en est là aujourd'hui, donc une validation d'une pratique avancée dérogatoire de la pratique avancée classique, mais pour l'instant, concrètement, dans leur positionnement au sein des établissements, et vis-à-vis du médecin anesthésiste, ça ne bouge pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour, par exemple, que les IAD se retrouvent à faire de la consultation ou qu'il n'ait pas besoin d'avoir une stratégie d'anesthésie, par exemple? Est-ce que ce sera possible par évolution? Alors déjà, réglementairement, ce n'est pas possible aujourd'hui, parce que réglementairement, ça a été figé dans la loi actuellement, il y a, tout simplement. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible. Clairement, il y a clairement écrit que il travaille toujours sous le contrôle exclusif du médecin anesthésiste, donc il y a toujours le terme contrôle exclusif. En fait, rien n'a changé par rapport aux anciens textes. Et il y a toujours une obligation de consultation du médecin anesthésiste et de stratégie anesthésique par le médecin. Alors, oui, ça peut évoluer, bien évidemment. Tout texte peut évoluer en termes réglementaires, mais ça va être quand même une bataille qui va être compliquée, selon moi, parce que je sais qu'actuellement, il y a des réflexions au sein des organisations d'infirmiers anesthésistes, et ils ont raison, parce qu'il faut aller plus loin que cette simple appellation de pratique avancée. Cependant, on sait aussi, et on ne va pas se mentir, que les syndicats d'anesthésistes, notamment libéraux, souhaitent rester figés dans cette situation-là, c'est-à-dire l'appellation pratique avancée, mais sans actes nouveaux pour les IAD et sans évolution dans leur cadre légal. Donc, ça va être un rapport de force entre ce que peuvent proposer les organisations d'infirmiers anesthésistes et ce qu'entre guillemets vont potentiellement accepter les médecins anesthésistes, et bien évidemment ce que pourrait accepter le législateur par la suite, parce que il ne faut quand même pas oublier que s'il y avait une acquisition par les IAD, notamment d'une consultation, et de la possibilité de faire sur une certaine forme une stratégie d'anesthésie, notamment pour peut-être certaines interventions, voire certains examens, ça serait une vraie révolution au niveau des blocs. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait fluidifier la prise en charge de certains patients, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas en termes légaux et réglementaires. On va passer à la troisième partie. Du coup, merci beaucoup Vincent pour ces... Je pense qu'il y avait pas mal de questions. J'ai même des collègues infirmiers anesthésistes qui se posaient ces questions-là, donc merci beaucoup. Laurent, pour conclure la vidéo, on a parlé d'infirmiers anesthésistes en pratique avancée, pardon. Il faut maintenant qu'on parle de la pratique avancée dans sa globalité. Qu'est-ce qui change avec cette loi infirmière ? Donc, quand on parle de la pratique avancée, il faut sortir un peu, je veux rassurer un peu tout le monde, d'une lecture réductrice qui serait centrée uniquement sur des actes ou une comparaison métier socle contre les IPA, etc. La loi infirmière, donc, elle opère en réalité un changement beaucoup plus structurant. Elle inscrit donc la pratique avancée dans une logique populationnelle et bien évidemment graduée des soins. La pratique avancée, elle n'est pas pensée comme une surcouche qui est individuelle, mais comme un niveau d'intervention adapté à des besoins de santé identifiés sur les territoires pour une population donnée. La loi, elle introduit
explicitement cette approche populationnelle, notamment dans la matière dont sont définis les lieux d'exercice. Il y a eu des nouveaux lieux d'exercice qui ont été rentrés et avec des parcours et des missions spécifiques. On ne raisonne plus uniquement par patient par patient, mais en termes de cohérence des parcours, de prévention, maladies chroniques, santé mentale, vieillissement, d'oncologie et autres situations complexes. On aborde donc cette graduation des soins, et cette graduation des soins, ça veut dire que cette pratique avancée qui se base sur les compétences de la profession socle, eh bien, elle va se baser sur les nouvelles compétences. Donc, par exemple, dans les cotations chez les IPA, on avait l'entretien de soins IPA, séance de soins IPA exactement. Et bien maintenant, on va pouvoir parler de consultation IPA. Il n'y a pas de raison, puisqu'on parle de consultation infirmière et qu'on a ce socle commun, et c'est ça qui donne la force de graduation et la force de la discipline infirmière, c'est que il y a une structuration solide dans la base, et chaque évolution de compétences qui se font sur cette base-là. Donc, c'est pas une opposition qu'il faut y voir, c'est plutôt une complémentarité avec cette graduation et capacité qui est reconnue par rapport à la pratique avancée d'approche populationnelle. Aujourd'hui, on sait que dans les mentions pathologie chronique stabilisée, prévention polypathologie courante en soins primaires et psychiatrie et santé mentale, ça regroupe plus de 80% des étudiants qui partent en formation. C'est-à-dire que tout le reste représente un peu moins de 20% parce que l'approche est un peu moins populationnelle, et on voit que plus cette approche est large dans l'action, et meilleur est le recrutement. Donc vraiment, c'est cette partie-là que vient sanctuariser la loi infirmière. C'est ça qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'il y a vraiment eu une réflexion et qui a été enrichie par chacun des passages. On est parti d'une profession SOC, sont rajoutés les IAD, sont rajoutés l'approche populationnelle pour la pratique. C'est le premier recours qui peut bénéficier, l'accès direct au rôle propre pour les infirmiers, etc. Et donc tout ça, ça entraîne cette cohérence en fait, avec une reconnaissance globale des compétences et qui va être graduée en fonction. Pour les IPA, il y aura donc la diversité des lieux, il y a de la PMI, enfin différentes choses de l'enfance qui vont être mises et qui ont été reconnues. Et bien évidemment, on rebondit autant pour les IAD que pour tout le monde sur cette rémunération qui va devoir arriver par rapport à ça. Je pense qu'il faut absolument éviter de tomber dans un travers qui, d'une profession qui manque de reconnaissance, serait quelque part un affrontement fratricide ou matricide, je ne sais pas exactement comment on peut le dire, mais plutôt d'essayer de voir ce qu'apporte chacun à l'autre pour pouvoir créer cet exercice en commun et surtout qu'il soit transformé à la fois dans la reconnaissance pleine et entière des compétences infirmières, mais aussi dans l'offre de soins auprès de la population. Et bah, je pense que c'est une belle conclusion parce qu'effectivement, dans les débats corpaux qu'on peut avoir, on oublie souvent le patient, alors que là, l'objectif de tous nos débats en tant que professionnel de santé, c'est certes, bon, c'est aussi d'être bien en tant que professionnel de santé, mais c'est avant tout que les modifications profitent aux patients. Et on sait, ça c'est quelque chose aussi, je répète souvent, que le maillage du territoire peut être, doit inclure absolument les infirmiers pour accentuer l'offre de soins, etc. Donc, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez dire qui n'a pas été abordée, ou est-ce qu'on s'arrête là ? Je voudrais aborder un point par rapport aux textes qui vont sortir, c'est-à-dire l'arrêté des actes et l'arrêté de prescription, pour soulever un point qui, selon moi, est essentiel. Et on l'a vu avec les aides-soignants. Je m'explique. Nous allons avoir des centaines de milliers d'infirmiers qui vont devoir réactualiser leurs compétences. Et quand le dernier référentiel aide-soignant est sorti, l'État a mis plusieurs années pour sortir un texte qui permet l'actualisation des compétences des aides-soignants qui étaient diplômés avant le référentiel. Et là, nous allons avoir un arrêté d'acte qui va sortir et un arrêté de prescription qui va mettre en place de nouveaux actes, clairement pour les infirmiers, et donc il va y avoir automatiquement des formations d'actualisation des compétences. Et j'espère juste que l'État va sortir un texte rapidement qui va permettre de mettre en place de façon efficace l'actualisation des compétences des centaines de milliers d'infirmiers sur le terrain, parce qu'on peut très bien avoir des textes qui sortent aujourd'hui avec des infirmiers qui actualisent leurs compétences en 5 à 10 ans. Et je rigole pas, parce qu'il faut savoir que dans les derniers référentiels aides-soignants, pas celui de 2021, mais celui d'avant, on avait des aides-soignants encore 10 ans plus tard qui n'avaient pas actualisé leurs compétences.
Donc, c'est très bien les textes qui vont sortir, mais il va falloir vraiment s'organiser très rapidement pour que, de façon efficace, là, il y aura que l'actualisation des professionnels déjà diplômés se mette en place rapidement. Bien sûr, les étudiants, eux, ils auront un nouveau référentiel de formation, mais pour les personnes sur place, il va falloir actualiser leurs compétences et on ne va pas se mentir, ça va prendre plusieurs années. C'est sûr que ça va prendre plusieurs années, mais plus on le mettra en place rapidement, plus on pourra avoir une meilleure prise en charge du patient. Un point politique mais important pour montrer à quel point cette loi est importante, alors qu'on avait des censures de gouvernement, alors qu'on avait des dissolutions. Une Assemblée nationale particulièrement divisée a réussi à voter le texte infirmier à l'unanimité et le Sénat a suivi. Ça montre que le sujet infirmier et de l'accès aux soins, parce que les deux étaient liés, sont des sujets d'unité nationale. Et c'est important. C'est-à-dire que cette loi, elle est puissante parce que dans un moment où la politique était divisée, elle a uni. Donc c'est pour ça qu'elle doit s'appliquer. Et j'en profite pour remercier, et je pense que c'est important de dire, remercier quand même les équipes de la DGOS qui, malgré des changements successifs de ministres, continuent à sortir les textes. On est au milieu, il y a plein de textes à sortir. Il faut les soutenir quand même parce que c'est très compliqué de travailler dans ces conditions et moi je tenais à les saluer. Merci beaucoup pour votre temps et votre implication dans la profession infirmière, bien évidemment. C'est ce qui nous réunit autour, encore une fois, de cette table virtuelle. Vous le savez, sur les réseaux sociaux, je parle de santé, mais aussi de ma profession, défends ma profession et surtout, j'essaie de montrer aux infirmiers qu'on peut faire beaucoup de choses. Je le dis très souvent, avec un diplôme, on peut faire des milliers de métiers différents et on peut aussi faire beaucoup de choses seul sans qu'on nous tienne par la main. Ça fait plusieurs fois que je le dis, on vit une époque charnière pour la profession infirmière et il est hyper important que l'on soit unis, que l'on ne se tire pas dans les pattes et qu'on ne participe pas à la diffusion de fake news. S'il vous plaît, chers consoeurs, chers confrères, arrêtez les commentaires qui dénigrent cette loi alors que vous vous tirez une balle dans le pied. C'est vraiment l'avenir de la profession est en train de se jouer, l'avenir pour les patients, le maillage des soins au niveau du territoire et ne vous inquiétez pas, la rémunération va suivre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager s'il y a une vidéo dans l'année en 2026 à partager, c'est celle-ci pour informer et fact-checker toutes les fake news qu'on peut voir sur les réseaux à ce sujet-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et encore merci à Grégory, Gaël, Laurent et Vincent d'avoir pris le temps de participer à cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with